toutes nos publications, en fait, c'est une publication qui est issue d'un travail collectif. En fait, on réunit un comité de pilotage composé d'experts de la finance à impact et issus de différents secteurs. L'idée étant à la fois d'avoir des experts et donc un contenu éditorial qualitatif, et aussi d'avoir différents points de vue sur la finance à impact, histoire de ne pas avoir que le point de vue d'un fonds d'investissement ou de structure de l'accompagnement, et de faire converger, de croiser les points de vue sur ce sujet-là qui est essentiel, à savoir celui du financement des transitions sociales et environnementales, qui est d'ailleurs le titre de cette première édition, donc que l'on lance en exclusivité aujourd'hui au Forum Mondial 3.0. Donc je remercie les membres du comité de pilotage qui nous ont accompagnés sur ce travail collectif. Je remercie aussi les contributeurs et contributrices qui ont écrit un article, un entretien ou un rapport dans cette publication, et aussi les partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de créer cette publication. Et on a cette année la chance d'avoir comme partenaire l'ONG française Acted, le Crédit Coopératif, Gaia Impact Fund, KPMG, la Fondation Grameen Crédit Agricole et la Société Générale. Sans plus attendre, je vais passer à une rapide présentation des chiffres clés, parce que qui dit baromètre dit partie quantitative. Donc on a cette année dans le baromètre de la finance à impact la chance d'avoir une contribution du Global Impact Investment Network, le GIN, qui produit chaque année le Annual Impact Investor Survey, qui permet de faire un état des lieux du marché de l'investissement à impact dans le monde, où on en est et quelles sont les tendances à l'avenir. Là, je vais me concentrer sur quelques chiffres clés issus de leur contribution. À la fin de la session, on vous distribuera les baromètres et vous pourrez revenir plus en détail sur leur contribution. Mais là, j'ai vraiment extrait quelques chiffres clés et quelques tendances. Donc, premier élément à prendre en compte et à extraire de leur article, c'est celui sur la taille du marché, donc qui est évalué en 2020 à 715 milliards de dollars, répartis sur plus de 1700 investisseurs à impact, de fonds d'investissement à impact. Donc là, on parle de l'investissement privé. On ne prend pas en compte, par exemple, l'aide publique au développement, ce qui augmenterait la taille du portefeuille total. Et ce qui peut être intéressant comme autre chiffre pour pouvoir comparer celui-ci, c'est qu'en 2010, quand le GIN a conduit sa première enquête sur le sujet, ils évaluaient à 100 milliards la taille du marché. Donc on voit qu'il y a une croissance constante et continue de l'investissement à impact, donc évalué à 715 milliards. Autre tendance intéressante et chiffre intéressant, c'est que en fait, dans ce sondage, dans cette enquête plutôt, il pose la question de savoir si les investisseurs prévoient de maintenir ou d'augmenter le capital d'investissement en 2021, et 72% indiquent vouloir soit maintenir, soit poursuivre leurs investissements et les augmenter, sachant que la question a été posée en contexte de crise liée à la pandémie, et qu'on aurait pu imaginer que la crise augmentant les risques des investissements, que certains investisseurs auraient pu décider de ne pas maintenir leurs investissements. Donc c'est évidemment une anticipation sur l'année 2021, mais en tout cas il y a un sentiment parmi les investisseurs qui ont envie de continuer, malgré le contexte de la crise, à investir dans l'investissement à impact. Sur la gauche, vous avez un graphique qui présente l'état du développement de l'investissement à impact selon les investisseurs. On leur pose la question de savoir est-ce qu'ils pensent que le secteur est à ses débuts, en début de croissance, en croissance régulière, mature, saturé ou en déclin. Et on constate que donc 9% indiquent que le secteur, selon eux, est à ses débuts, 21% en début de croissance et 69% en croissance régulière. Ce qui indique et révèle aussi, et ça c'est intéressant à noter selon moi, qu'il y a un potentiel inexploité de l'investissement impact, et les investisseurs s'en rendent compte puisqu'ils disent que finalement on n'est pas du tout à un état de maturité du secteur ou de saturation, mais bien en phase de croissance du secteur. Le deuxième graphe qui suit, donc on vient de voir la taille du marché. La question qui suit, c'est évidemment de savoir comment est-ce que ces actifs sont répartis. Sur ce graphique, on va prendre en compte surtout la partie basse des graphes, qui en fait évalue la répartition
des investissements par actif en pourcentage. Donc chaque chiffre correspond au pourcentage du volume total des capitaux investis par secteur. Donc on voit que 16%, donc sur la base des 1700 investisseurs sondés par le GIN, 16% du capital total est investi dans l'énergie, 12% dans les services financiers, 10% dans la reforestation, 9% en agriculture et alimentation, 8% en microfinance, parce que la partie services financiers exclut la microfinance, j'aurais dû le préciser, et 8% dans le logement. Ce qui est, donc, sur les rapports du GIN, on a plus d'éléments et plus d'actifs, mais là on voulait se concentrer sur les 6 principaux. Et ce qui, selon moi, est intéressant de retenir sur cette répartition-là, c'est le fait que, finalement, les investisseurs à impact financent non seulement des projets environnementaux, on le voit donc quand il s'agit de financer la transition énergétique, la reforestation, à certains égards l'agriculture et l'alimentation, mais aussi des produits à destination du financement des transitions sociales, comme le logement, l'accès au logement, la microfinance et à certains égards les services financiers. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même cette prise de conscience que les deux enjeux principaux sont effectivement les transitions sociales et les transitions environnementales. Dans leur contribution et dans leur enquête, ils posent également la question de la mesure d'impact et de savoir où est-ce qu'on en est, selon les investisseurs, dans la mesure et la gestion de l'impact. Ils disent dans leur article, ils disent que, je pense que c'est assez fort comme phrase, donc c'est à la frontière de la mesure et de la gestion de l'impact que la révolution de l'investissement à impact progresse. La mesure parce que ça permet d'évaluer et de savoir si les investissements engagés contribuent aux objectifs fixés, et la gestion parce que ça permet de savoir comment est-ce qu'on améliore son impact, l'investissement, comment est-ce qu'on augmente l'impact de ces investissements et comment est-ce qu'on fait mieux pour les années à venir. Dans cette contribution, ils constatent 2 grandes tendances et je vais revenir très rapidement dessus. Premièrement, ils remarquent qu'il y a une harmonisation en fait, des outils de la mesure d'impact. Et de manière assez intéressante, dans leur enquête en 2010, ils constataient en fait l'inverse parce que 95% des sondés en 2010 rapportaient utiliser des mesures, des logiciels propriétaires, leurs propres outils de mesure d'impact. Et 10 ans plus tard, en 2020, c'est 90% des investisseurs à impact qui utilisent des outils externes. Principalement en fait Iris+, qui est un outil développé par le GIN et qui a la particularité de mesurer l'impact en lien avec les objectifs de développement durable. Donc ça fait le lien d'ailleurs avec le deuxième point, c'est qu'en fait la mesure d'impact est de plus en plus en lien avec les objectifs de développement durable et 73% en fait des sondés disent produire une mesure en lien avec ces objectifs-là. Et on retrouve ce graphique-là dans la publication dans le baromètre. On voit ici les objectifs de développement durable ciblés par les investisseurs en priorité. Je ne vais pas revenir sur le détail, vous voyez assez clair au tableau, enfin sur plutôt la présentation. Mais l'idée, c'est à nouveau de montrer que les investisseurs à impact finance les transitions sociales et environnementales, puisqu'on retrouve en premier donc travail décent et croissance économique, en deuxième pas de pauvreté, et on retrouve aussi des investissements dans les énergies renouvelables et durables et dans la lutte contre le changement climatique. Donc ça c'est un message assez important et assez fort de leur contribution, c'est de rappeler qu'il y a effectivement ce double enjeu et que les investisseurs s'en saisissent. Alors, certains d'entre vous le savent, pas tous, mais jusqu'en 2019, en fait, on publiait le baromètre de la microfinance. On l'a fait évoluer cette année en baromètre de la finance à impact. Et on avait envie et à cœur de continuer de conserver une dimension inclusion financière dans cette publication. On a d'ailleurs un focus dédié de 6 pages dans le baromètre. Et on a aussi une contribution, toujours dans la partie quantitative, sur les chiffres de l'inclusion financière dans le monde. Sur la base des données Atlas produits et gérées, c'est une base de données produits et gérée par Microfinance Ratings. Et on a, alors il y avait une carte monde en fait derrière, mais je vois qu'elle n'apparaît pas. Mais il faut donc imaginer les régions, elles sont indiquées à l'écrit, donc on peut au moins voir un petit peu ce que ça représente. En haut à gauche, vous avez le total au niveau mondial.
de ces chiffres. Je ne sais pas si c'est très visible au loin. Je crois que vous avez des écrans. Bon, ça va, alors tant mieux. En haut à gauche, vous avez le total au niveau mondial. Alors, une tendance qu'on constate cette année et qui est similaire aux années précédentes, c'est qu'en fait, c'est un marché qui est dominé par peu d'IMF, peu d'institutions de microfinance finalement. Il y a une centaine d'institutions de microfinance qui contrôlent 74% de l'ensemble des actifs et 26% parmi 1318 institutions de microfinance sondées, et le reste, donc à l'exception de ces 100, contrôle 26% des actifs. Donc il y a quand même une domination de la part d'une centaine d'IMF. C'est toujours un secteur qui est caractérisé par son inclusion, notamment des femmes parmi les bénéficiaires. Il y a 81% de clientes dans le monde, bénéficiaires d'outils de microfinance et de services de microfinance. Ça, c'est quelque chose qui revient d'année en année. On constate qu'il y a une forte tendance à inclure les femmes dans les services de l'inclusion financière. Et il y a un total de clients et clientes donc, estimé à 140 millions de personnes dans le monde. Ce qui est intéressant de noter, on peut se poser la question de savoir quel a été l'impact de la crise sur ces métriques-là et sur l'inclusion financière dans le monde. En fait, on peut mesurer un des impacts par la notion du risque des investissements. À quel point est-ce qu'un investissement est risqué dans l'inclusion financière. C'est mesuré principalement par un outil qui s'appelle le PAR 30, le portefeuille à risque à 30 jours, et qui permet d'évaluer l'incapacité des clients à payer sous 30 jours les emprunts qu'ils ont faits. Et on constate, c'est ce chiffre-là, ici, qu'il y a une augmentation de 33% du PAR 30 en 2020. Donc à 7,1% à niveau de la moyenne mondiale. C'est différent d'une région à l'autre, mais globalement on constate partout dans le monde une augmentation du PAR 30, du portefeuille à risque à 30 jours, avec l'augmentation la plus forte et la plus marquée en Asie du Sud et Asie du Sud-Est, puisque le PAR a augmenté de 96% par rapport à l'année précédente, par rapport à 2019. Il faut noter que ça reste quand même, cette région-là a été connue pour avoir un risque très faible de PAR 30, donc ça reste, le chiffre est à 4,3% pour cette région-là, ce qui est en dessous de la moyenne mondiale, mais pour cette région-là, ça constitue quand même une augmentation de presque 100%. Pour croiser ces chiffres-là et pour mesurer vraiment l'impact que la crise a pu avoir sur le secteur, on a aussi invité un autre contributeur dans le baromètre, Symbiotics, qui a produit tout au long de la crise de juin 2019 à juin 2021 une série d'enquêtes pour voir sur la base de leur portefeuille concrètement quel a été l'impact de la crise. Et je vais extraire un seul graphe de leur contribution que vous pouvez encore une fois retrouver dans le baromètre que l'on distribuera à la fin de la session. Ils mesurent en fait, alors eux ils ont pris, plutôt que le portefeuille à risque à 30 jours, ils ont pris le portefeuille à risque à 90 jours, ce qui est une mesure encore plus solide normalement du risque, ils mesurent encore mieux le risque. Et on voit qu'entre décembre 2019 et juin 2020, on commence à avoir une augmentation dans à peu près toutes les régions, certaines plus que d'autres, mais globalement il y a une tendance à l'augmentation du risque dans les portefeuilles en microfinance et dans l'inclusion financière. Et avec en juin 2021 une situation qui est bien plus élevée que celle de juin 2019. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ces chiffres-là qui sont développés encore plus dans la publication? Pour moi, c'est que malgré finalement la crise, les investisseurs à impact, que ce soit dans l'inclusion financière ou dans l'investissement à impact, ont continué de servir leur mission et ont continué à manifester un intérêt pour le secteur. On l'a vu tout à l'heure avec le chiffre des 72% des investisseurs à impact qui continuent de vouloir soit maintenir, soit augmenter leur portefeuille pour 2021, que finalement la crise, on aurait pu penser que l'augmentation du risque dans un contexte de crise aurait donné lieu à un repli des investisseurs vers des outils moins risqués et plus traditionnels. Ça n'a pas forcément été le cas, malgré une réelle augmentation du risque, en tout cas dans l'inclusion financière telle qu'on peut le voir ici. À la fin de la session, je vous invite à tous à prendre un baromètre, on les distribuera en fin de session et vous aurez plus d'éléments sur ces chiffres-là. Et maintenant, on va passer à la première table ronde
Donc comme je le rappelais en introduction, le dossier principal du baromètre, c'est financer les transitions sociales et environnementales. Et on va revenir lors de cette table ronde sur certains sujets clés et importants, non exhaustifs évidemment, qui permettent d'accélérer le développement de la finance à impact et de mieux rediriger les flux financiers vers l'impact. Donc j'ai le plaisir d'avoir une table composée de 4 personnes expertes de ces sujets-là. Donc il y a Sandra Bernard, je vous invite à me rejoindre sur scène. Sandra Bernard qui est conseillère en stratégie d'impact chez Aura Investissement. Guillaume Dupuis, directeur des investissements chez Gaia Impact Fund. Stéphanie Goujon. Hop. Oui, pardon, j'ai pas fait de plan de table, c'est vrai. J'ai pas prévu cet élément-là. Non, de toute façon, il n'y a que les noms qui sont affichés. Donc, Stéphanie Goujon, directrice générale du French Impact, et Cyril Langendorf, directeur des affaires internationales au Crédit Coopératif et anciennement président de l'ILAB aussi, qui est devenu faire en milieu d'année, très récemment. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste planter un petit peu le décor et donner des éléments de contexte sur la base de certaines études et enquêtes que j'ai croisées en préparant cette table ronde. La première, c'est un rapport qui a été publié par le UN SDSN, qui chaque année en fait produit le SDG Index Score pour évaluer dans le monde, pays par pays, l'atteinte des objectifs de développement durable par pays. Ils le font depuis 2015, ils ont constaté en 2020 en fait que pour la première fois ce score-là a baissé et que la moyenne mondiale en fait, au niveau de la moyenne mondiale, l'atteinte des objectifs de développement durable a reculé. Alors évidemment, on n'a pas un rythme très soutenu, mais il y avait une croissance progressive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2020. Alors, principalement à cause en fait de l'augmentation de la pauvreté et indirectement aussi du chômage. Un autre rapport que j'ai trouvé intéressant et qui complète celui-ci, c'est un rapport qui a été publié par l'OCDE en début d'année. Chaque année, ils évaluent en fait le déficit, ce qu'ils appellent le déficit de financement des objectifs de développement durable dans les pays en développement. Il l'évaluait à 2,5 trillions, donc milliers de milliards de dollars, jusqu'en 2019. Et un impact direct de la crise a fait augmenter ce déficit à 3,7 trillions. Donc c'est une augmentation de 33%. Et on voit donc clairement la crise a fait reculer en fait l'atteinte des objectifs de développement durable. Mais ce qui est intéressant dans leur rapport, c'est qu'ils rappellent qu'au niveau mondial, il y a 100 trillions de dollars qui sont gérés par des investisseurs institutionnels. Donc il y aurait largement assez parmi cette manne financière d'argent pour financer à minima dans les pays en développement le déficit de financement. Et donc ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à rediriger justement ces financements vers l'impact et vers les pays en développement, mais pas que, parce qu'on a aussi beaucoup à faire en Europe et en France. Et donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rediriger ces flux financiers vers les projets à impact. Et je vais me pencher vers toi, Stéphanie, parce que dans ta contribution, au baromètre, à retrouver dans le baromètre, tu dis que un des freins finalement sur la base des travaux que vous menez dans les territoires, il est déjà allumé normalement. D'accord. Ouais. Sur la base des travaux que vous menez dans les territoires, auprès de projets et de financeurs, quelque chose qui revient parfois souvent, c'est la notion du risque et le fait que pour certains investisseurs en tout cas, l'investissement à impact, parce que inconnu, parce que pour plein de raisons, est considéré comme trop risqué. Et je voudrais que tu reviennes un peu sur ce constat-là en particulier. Bien sûr. Merci Baptiste. Je pense que ça vaut le coup. Alors tu as cité pas mal de chiffres, mais juste de repartir de ce paradoxe absolument inacceptable, parce qu'on marche sur la tête. Tu as dit quoi? Tu as dit il y a 700, il y a quand même de l'argent. Hein. 100 trillions. Ouais, 100 trillions, puis tu avais les 700. Alors sur le marché de l'impact, investi 715 milliards de dollars. C'est ça, c'est et voilà. Bon. Donc nous, il y a cette asymétrie complètement incroyable du fait qu'il y ait des fonds qui soient publics et privés qui sont là, qui sont mobilisables et qui ne sont pas suffisamment mobilisés par les projets qui sont des projets de l'économie réelle, des projets à impact social et environnemental dans ce qu'on appelle les territoires, on va dire en tout cas partout en France. Et effectivement, donc nous, de par notre expérience, qui est une expérience terrain,
Depuis 2 ans, on a sourcé à peu près 600 projets à impact et on travaille avec 30 fonds d'investissement. On voit qu'effectivement, on a identifié 5 freins. Et un de ces freins, et tu le rappelais, Baptiste, c'est que quand on parle du risque, on convoque pas forcément le même imaginaire quand on est un entrepreneur et quand on est un investisseur, et tout dépend du type d'investisseur. Donc je pense qu'il y a un premier travail à faire qui est de créer beaucoup plus de passerelles entre ces deux mondes, le monde de l'impact investing des investisseurs et le monde des porteurs de projets, parce que très naturellement, et c'est pas une critique, mais les investisseurs, ils doivent dérisquer, et donc ils vont avoir tendance à aller vers les projets, qui sont des projets qui savent déjà très bien se vendre, donc qui sont déjà toujours un peu les mêmes, alors que si on veut des licornes, il faut aussi qu'il y ait des très jolis poneys, et qu'il faut aider ces poneys à grandir, à monter, et ça c'est voilà, un des travaux qu'on mène en tout cas avec notre programme d'Impact Finance. Enfin, donc premier point, c'est ouvrir ces chakras et créer des conditions de rencontre entre des investisseurs qui ont des modèles économiques et des théories d'investissement qui sont tout à fait compréhensibles, les amener à venir sur les territoires et là aussi former peut-être, acculturer quelque part les porteurs de projets aux outils de financement de l'innovation sociale et environnementale. Il y a à la fois une méconnaissance mais aussi une forme de diabolisation. Nous, il nous est arrivé d'entendre, pardon, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, mais j'ai rien contre eux, hein, mais des porteurs de projets qui nous disent sur le champ de l'autonomie, la mobilité ou que sais-je, ah mais moi j'ai pas envie de me faire financer par BlackRock. Donc voilà, il y a un sujet aussi que la finance n'a pas forcément, il ne faut pas se le cacher, bonne réputation partout auprès des projets en transition. Donc comment on crée ces passerelles et ces conditions de la rencontre pour que ces postures-là, elles puissent aussi tomber. Bien sûr, il faut avoir des critères sur l'impact, hein, mais ça je pense qu'on va le détailler un peu plus tard avec mes autres collègues. Merci Stéphanie. Donc ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'avoir le point de vue vraiment d'un investisseur sur cette question du risque. Donc je me tourne vers toi, Guilhem. Donc je le disais en présentation de la table ronde, tu es directeur des investissements chez Gaia Impact Fund, qui est un fonds d'investissement dédié à l'impact dans les pays en développement. Et ça peut être intéressant justement de savoir comment est-ce que vous, en tant que fonds spécialisé à l'impact, vous abordez cette question du risque dans vos activités et dans les choix de gestion du fonds. Merci Baptiste. Alors effectivement, nous, on est spécialisé sur non seulement les pays émergents, mais également l'accès à l'énergie. Donc le secteur de l'énergie étant encore un domaine particulier, même si on a vu avec les derniers chiffres que c'est quasiment le premier en termes d'intérêt et d'actifs investis dans l'univers de l'impact investing. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse par rapport à ce que tu poses. Cette question du risque, en fait, en finance, elle est évidemment associée à une question du rendement. Le couple rendement-risque reste une approche pertinente dans la façon dont on va définir sa stratégie d'investissement, même quand on est un impact investor. Et en fait, ce que j'ai envie de dire comme propos liminaire, c'est vraiment que au sein de l'univers de l'impact investing, qui est vraiment un univers très hétérogène, il y a quasiment autant de couplements rendement-risque que tu peux en trouver dans n'importe quel univers d'investissement classique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse simple en fait à ce sujet-là. Quand vous êtes par exemple, vous faites de la finance solidaire en France, vous prêtez à 0% à des entreprises d'insertion, mécaniquement votre retour sur investissement, il va être capé à 0%. Et si vous poussez un petit peu le bouchon plus loin, que vous faites de la microfinance, vous allez rentrer dans quelque chose où le couple rendement-risque va être encore plus sophistiqué, encore plus compliqué, puisque vous allez rajouter la question du risque pays. Vous allez rajouter la question du risque sectoriel. Vous allez, si vous faites, je parle des microfinances, mais si vous avez fait du capital investissement, vous allez rajouter le risque d'illiquidité. Vous rajoutez évidemment le risque de contrepartie. Ces surcouches de risque sont de toute façon inévitables. C'est vrai dans l'impact investing, c'est vrai dans l'investissement traditionnel. Si vous faites de la microfinance ou que vous prêtez, par exemple, la question du risque et du retour sur investissement, elle est somme toute assez tautologique. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez un des derniers benchmarks qui a été publié sur le sujet, je crois que ça date de 2018, c'est justement une collaboration Symbiotics Gene sur la dette privée dans les stratégies d'impact investing. Il montre que parmi les fonds qui se déclarent fonds qui cherchent du rendement de marché, la moyenne des retours sur investissement constatés, c'est de X. De mémoire, je crois que c'est un peu moins de 4%. Et parmi les fonds qui se déclarent, moi je cherche du retour plutôt below market rate, donc sous les retours de marché, la moyenne en fait
de façon presque évidente, elle est largement en dessous. Elle est à moins de 0%, je crois. Donc en fait, c'est une question de mission statement. Vous prêtez à X%, vous avez une fourchette, une façon de pricer votre capital, ce qui va déterminer in fine votre retour sur investissement. C'est vrai dans la banque, c'est vrai quand vous êtes un fonds de microfinance ou un fonds de finance solidaire française. C'est largement différent quand vous êtes comme Gaïa un fonds de capital risque. Je parlais évidemment du coup des premium pays, des premium secteurs. Alors nous, on est au fin du fond des premiums. On investit dans les pays qui sont censés être les plus risqués, dans les secteurs qui sont censés être les plus sophistiqués, notamment l'énergie. Mais en fait, la question qu'on se pose, c'est pas tant de dire est-ce que j'arrive à piloter ma performance, est-ce que j'arrive à moduler mon risque. Parce qu'on est un capital risqueur, on crée des partenariats avec des entreprises. Donc il faut qu'on laisse aux entreprises dans lesquelles on investit toute la latitude de définir leur marché, leur cible, leurs indicateurs de performance opérationnelle, leurs objectifs de croissance. Et c'est en fait à ce niveau-là qu'on ne peut pas définir a priori quel va être le niveau de risque et le niveau de rendement attendu de ces entreprises. Vous pouvez restreindre l'environnement. Vous pouvez restreindre par exemple vos clientèles. C'est ce que fait la microfinance. Vous dites, moi je fais que des paysans au fin fond de la brousse, et en fait tout ce qui est en dehors de ce scope, je considère que c'est pas mon domaine parce que c'est pas assez fort en impact social. Effectivement, quand vous faites ça, vous vous dirigez vers quelque chose qui va ressembler à du trade-off. Mais quand vous laissez plus d'autonomie dans la définition des bénéficiaires cibles, c'est beaucoup moins évident. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on a vu dans mon domaine, qui est le domaine de l'énergie access, ça s'est notamment illustré aux origines de ce secteur-là, par des stratégies de distribution de kits solaires domestiques, dans des petits systèmes, plutôt en zone rurale. Et en fait, les mêmes investisseurs, notamment les bailleurs internationaux, qui à l'époque, en 2010, 2013, 2014, défendaient l'idée qu'il fallait prioritairement pour les entreprises qui distribuent ces systèmes, aller dans les zones rurales parce que c'est là que se trouve l'impact. En fait, 4 ans plus tard, ces mêmes investisseurs ont dit finalement, vous savez quoi ? Définissez vous-même vos segments de clientèle, rapprochez-vous des villes, rapprochez-vous des marchés urbains, allez chercher de la performance financière où vous pouvez, parce que finalement, le plus important, c'est ça, c'est la bonne conduite du business et la capacité pour une entreprise, en particulier en Afrique, d'assurer sa propre pérennité économique. Donc en fait, dans ce magma d'objectifs qui peuvent être contradictoires entre, d'un côté, la sélection des bénéficiaires, de l'autre côté, la nécessité finalement d'être souple dans son pilotage opérationnel et ses objectifs, nous, on préfère être du côté de l'autonomie des entrepreneurs. Et du coup, la façon dont on définit le risque et in fine le rendement va vraiment plutôt se faire de ce point de vue-là. Ok, merci. On voit que c'est une question complexe qui sous-tend beaucoup d'autres facteurs et d'autres éléments. Cyril, je te donne la parole maintenant. Pour savoir, donc on a vu que c'était une question complexe, que ça dépendait des secteurs, des pays d'investissement, mais que ça reste quand même une question primordiale, cette question du risque, qui peut se révéler être un frein. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là pour accélérer, pour mobiliser les investisseurs, malgré cette tendance à avoir une aversion au risque parfois, en tout cas pour les investisseurs qui ne sont pas dans l'investissement à impact. Comment est-ce qu'on fait pour les mobiliser sur ces questions-là et sur ces investissements-là ? Quel type de pédagogie ou d'outils est-ce qu'il faut utiliser ? Ouais, merci Baptiste. Alors, il faut voir de quels investisseurs on parle, et je crois qu'en France, on est assez bien placé de ce point de vue-là, puisqu'on a des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers. Je crois que l'histoire de la France en matière d'investissement impact, c'est, j'ai envie de dire, les fonds solidaires, et même avant, je disais ce matin quelque chose sur les cigales, qui aujourd'hui se souvient de ce mouvement d'appui aux toutes jeunes pousses de l'économie sociale et solidaire. Et je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns sont membres de Club Cigale, mais je pense que c'est effectivement des particuliers qui ont eu à cœur de prendre des risques, de mettre de l'argent dans ces projets, et je crois que les particuliers sont finalement peut-être beaucoup plus sensibles à cette question d'impact, moins sur la rentabilité, mais justement de développer cet écosystème tel qu'on l'a vu en France. Et alors tu parlais de chiffres, le baromètre Finansol de l'économie, de la finance solidaire, c'est un peu plus de 20 milliards, fin 2020 en cours.
Donc c'est une goutte d'eau dans les chiffres que tu donnais je ne sais plus, 3700 milliards de dollars. Bon, ça ne représente pas grand-chose non plus de l'épargne financière des Français. Finansol calcule toujours ce ratio de qu'est-ce que ça représente, moins de 1% de l'épargne financière des Français. Donc là, on a du potentiel et on a de l'historique et on a aussi l'appui, évidemment, des autorités pour développer je dirais, de cette épargne salariale solidaire et de cette finance solidaire à impact. Il faut savoir qu'en France, on a plus d'1 million de clients, vous et moi, particuliers, qui avons un produit solidaire. Donc c'est quand même une spécificité, quand je vois de mon prisme d'investissement impact au sein du Global Steering Group for Impact Investing, puisque j'anime le comité d'experts français au sein du GSG, et nos amis des autres pays nous envient quand même d'avoir cette force de frappe, si je peux parler comme ça, de financeurs à impact. Donc je crois que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les investisseurs institutionnels, et là c'est vrai qu'on a un peu un souci, parce que tu l'as dit, Stéphanie, on a ce que les Anglais appellent aller chercher les low hanging fruits, donc c'est-à-dire les fruits qui sont les plus bas et qui sont les plus faciles à financer. Tu as parlé des projets existants. Évidemment, c'est beaucoup plus confortable d'aller sur ce qui existe et qui a fait ses preuves. Et donc, le Crédit Coopératif a une filiale de gestion d'actifs à impact, Impulse, qui est basée à Bruxelles. Et je salue la présence de Bruno Dunkel, qui est venu de Bruxelles ce matin, donc qui est directeur général d'Impulse. Et on a lancé il y a 3 ans un fonds qui s'appelle Elenos. Ça a mis 4 ans pour lever, faire un premier closing, donc 4 ans, vous imaginez, on a discuté avec le FEI, le Fonds européen d'investissement, pour une garantie de première perte, c'est-à-dire pour dérisquer le fonds au maximum, pour dire aux gens, écoutez, aux investisseurs institutionnels, venez et regardez, le FEI est prêt à prendre les premières pertes, et malgré cela, on a eu beaucoup de mal. 4 ans d'efforts, c'est long, 4 ans, Guilhem, dans la levée de fonds. On a cru désespérer, on était avec Maria Novak qui disait mais on va jamais y arriver. Et donc je vois Alexandre qui est là, de la BNP, qui nous a soutenus, et on a eu quelques investisseurs qui ont permis de faire ce closing, incluant le Crédit Coopératif. Et Bruno, ça a été un effort, une patience, une persévérance. Et donc ça veut dire qu'à la fin du fin, c'est un fonds qui vise à financer des IMF en Europe de l'Ouest, qui vise la création d'emplois, qui est innovant parce qu'il investit en capital ou en quasi-capital, c'est-à-dire des choses qui sont sur lesquelles vous n'avez pas de visibilité, sur les sorties, et sur 2, quel rendement vous pouvez faire, parce que les gens vous disent mais quelle rentabilité ça va donner, mais écoutez, on n'en sait rien. Donc si vous êtes honnête, vous allez dire ça va faire 0+, et puis si vous êtes malhonnête, vous allez dire ça fait 10+. Et si vous dites 10+, vous avez tout le monde. Si vous dites entre 0 et 5, vous avez globalement pas grand monde, malgré une première perte. Bon, voilà, donc ce fonds a démarré, ce fonds investit, et on est content. Et pourtant, comme je l'ai dit, l'objectif du fonds, c'était la création d'emplois, le soutien à des initiatives de création d'emplois en Europe. Donc on déploie en ce moment les fonds, et on cherche à lever de nouveaux fonds pour arriver à un montant un peu plus significatif que ce qu'il est actuellement. Voilà, donc je dirais que les institutionnels sont plus frileux, Stéphanie l'a dit, les particuliers sont plus volontaires, on le voit dans les chiffres de la finance solidaire, on a des gens qui sont prêts à accepter 0% de rentabilité, préservation du capital, mais pour des vrais projets. Et donc, continuons de mobiliser nos particuliers, et c'est le message qu'on fait passer aussi au sein de nos instances internationales. Merci Cyril. Ce qui est intéressant dans ce que beaucoup de choses sont intéressantes, mais c'est dans l'expérience que tu rapportes sur la création du fonds Elenos, c'est que même dans le cadre d'un accord où certaines garanties étaient offertes aux investisseurs, même avec ce type de mécanisme, en dérisquant les investissements, c'était compliqué de mobiliser ces capitaux vers ces fonds-là à impact. Donc ça montre bien que la question du risque est clé, et que même certains mécanismes qui peuvent parfois être évoqués comme permettant d'accélérer le développement de la finance à impact, comme le blended finance, peuvent rencontrer certaines limites ou certaines difficultés. Et je rajouterais juste un mot, c'est que la mission première de certains investisseurs publics, dont on pourrait imaginer que c'est quand même dans leur cœur de métier, les fameuses ELTI, les European Long Term Investors, on ne les a pas vus. C'est sur le très long terme, peut-être. Donc,
on voit que la question du risque est clé. On l'aborde dans le cadre du baromètre. Donc vous pouvez retrouver plein de contributions sur ce sujet en fin de session. Il y a un autre enjeu qu'on retrouve assez souvent comme étant un frein à l'accélération du développement de la finance à impact, c'est que le problème ne serait pas qu'il y a pas assez de financement, mais pas assez de projets à financer ou pas assez de grands projets à financer. Et d'ailleurs, on l'a entendu un petit peu sur la première question. Sandra, j'aimerais t'entendre sur ce point-là en particulier parce que dans un rapport que tu as remis à Olivier Grégoire assez récemment, dans le cadre d'un travail mené par l'ILAB et dans le cadre d'un groupe de travail que tu as animé, un des constats que vous faites, c'est que finalement, la taille des projets à impact est souvent citée par les investisseurs comme un frein au développement de leur activité à impact, etc. Comme si, même malgré de bonnes volontés, il n'y aurait pas assez de projets ou pas assez de gros projets à financer. Et du coup, j'aimerais bien que tu rebondisses un petit peu sur ça et un petit peu plus dans le détail sur ce que ça implique exactement. Merci Baptiste de me donner la parole. Donc effectivement, je vais intervenir en tant qu'ayant géré la mission gouvernementale sur comment doter la France d'une culture commune de l'investissement à impact et répondre à ta question, mais aussi en tant qu'ancienne spécialiste des marchés financiers et de la gestion d'actifs et en tant qu'ancienne analyste financier. Et donc notre travail quand on est analyste financier, c'est bien effectivement de mesurer la rentabilité d'un investissement, mais aussi le risque que cela peut générer, puisqu'on fonctionne véritablement sur la base du couple rendement-risque. Mais en préambule, je voudrais revenir quand même sur les chiffres du GIN et remettre un petit peu en perspective le montant de ce qu'on appelle ce que représente l'investissement impact dans le monde de 715 milliards de dollars, qui aujourd'hui est peut-être de l'ordre de 730, etc. Mais c'est bon. La croissance, on aura un effet de base forcément positif. Mais je voudrais remettre ce chiffre en exergue avec ce que BlackRock gère, les encours sous gestion de BlackRock, qui sont de l'ordre de 7 trilliards de dollars, donc 7 000 milliards. Donc vous voyez bien que 715 milliards sur 7 trilliards, ça fait, pour un seul acteur, c'est assez peanuts ou cacahuètes, pour reprendre un terme français. Et pour prendre aussi les encours du plus gros gérant d'actifs européen, qui est Amundi, et qui est aussi mon ancienne maison, aujourd'hui, on peut rapporter les 715 milliards à 1700 milliards d'euros gérés par Amundi. Donc là aussi, c'est cacahuète. Et sur la France, aujourd'hui, l'évaluation qui est donnée de l'investissement impact, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros. Donc effectivement, tout ça, c'est vraiment une goutte d'eau dans une mer d'encours sous gestion où il y a une forte... l'argent est abondant, l'argent est pas cher. Quand on parle du rendement aujourd'hui, il est facile finalement de générer un rendement qui est très faible, puisque de toute façon, le rendement généré par les govies, c'est-à-dire la dette souveraine, il est négatif. Donc, et c'est peut-être bien pour ça qu'aujourd'hui, on reparle aussi un petit peu de l'investissement impact, parce qu'on a un environnement de taux tellement bas que de toute façon, tous les actifs, en termes de rémunération du capital, sont rémunérés de façon très très basse. Donc, quitte à rémunérer de façon très basse, autant avoir bonne conscience et faire de l'investissement impact. Là, c'est un petit peu donc, mon clin d'œil. Ensuite, le deuxième point, donc pour revenir à la question, c'est sur la taille des projets à financer. Et là, effectivement, moi, en tant qu'ancienne conseillère en financement et investissement impact auprès du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Itier, et qui était à l'initiative de cette demande, de cette mission gouvernementale sur comment doter la France d'une culture commune de l'investissement impact, j'ai vu effectivement énormément de projets, de porteurs de projets passer au cabinet pour demander comment on peut financer, etc. etc. Et le constat qui ressortait, c'est que, et je parle beaucoup plus de la partie sociale, parce que la partie environnementale, finalement, elle n'est pas si difficile à financer, et elle n'est pas si difficile parce que vous mettez une petite couche de techno et ça passe bien, et n'importe quel fonds y va. Par contre, la partie sociale, mettre de la techno dans la partie sociale, c'est plus difficile, et la rentabilité économique du projet est beaucoup plus difficile. Et c'est là où, en fait, non seulement, effectivement, ce sont des projets qui arrivent, qui sont souvent
à un niveau de POC, c'est-à-dire de preuve du concept, qui sont très jeunes, qui sont plutôt des sociétés de services. Donc ça veut dire avec une faible intensité en capital, donc très peu d'actifs sur lesquels l'investisseur peut se rémunérer en cas de défaut. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, c'est une économie qui est largement subventionnée. Donc du coup, en tant qu'analyste, on a du mal à voir si, en enlevant, si jamais finalement l'environnement réglementaire changeait, est-ce que le modèle économique de la structure de service peut rester autonome ou pas. Et aujourd'hui, les investisseurs, ce qu'ils recherchent aussi, c'est finalement à isoler cette finalement influence réglementaire positive pour certains secteurs et se dire, en cas de changement réglementaire, est-ce que mon modèle économique peut rester autonome? Et là, on a peu d'éléments pour confirmer ou infirmer. Je vais prendre un exemple très simple qui est justement l'une des licornes de l'impact qui s'appelle Phoenix, qui est contre le gâchis alimentaire. Tout le modèle économique de gâchis alimentaire, et pourtant ils ont réussi à lever des dizaines de millions d'euros, repose sur une déduction fiscale. Le jour où la déduction fiscale disparaît, que devient l'activité de Phoenix ? Donc, ils ont eu cette chance, finalement, de surfer sur un effet de mode, sur un effet de contrainte, et sur le fait de dire qu'effectivement, ils créent une valeur sociale ou une valeur environnementale. Mais là se pose une autre question, c'est prouvez-nous que votre action est pertinente et efficace dans la création de valeurs sociales et de valeurs environnementales. Et là, on a beaucoup moins beaucoup d'acteurs arrivent, ils ont une très bonne intention, ils ont une très bonne conscience, etc. Mais ensuite, pour aller prouver que finalement, ils sont différenciants, qu'ils sont pertinents, qu'ils sont efficaces, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des deux côtés. Il n'y a pas les méchants investisseurs, il n'y a pas les gentils porteurs de projets impact, il faut aussi comprendre les contraintes des investisseurs qui ont aussi besoin de servir un coupon parce que nos investisseurs institutionnels, ce sont essentiellement les caisses de retraite. Et ensuite, je voudrais revenir aussi sur la partie subventionnée, c'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros l'impact investing en France, mais regardons quand même un petit peu par grande masse. Aujourd'hui, après la crise du Covid, on a les indices boursiers qui sont au plus haut, avec une dette des États qui est au plus haut, et un écart de pauvreté qui est au plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une bonne partie de l'activité d'impact est financée par la dette publique. C'est-à-dire, c'est vous, les citoyens, qui financez. Donc, en fait, si on accumulait finalement le financement public et le financement privé, on arriverait à des encours beaucoup plus importants. Et c'est bien pour ça que, dans le cadre de l'investissement impact, on parle de l'investissement hybride, du financement hybride. C'est ça la véritable additionnalité. Merci Sandra. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Phoenix, donc déjà Jean Moreau est au forum, on est à 3-0, donc peut-être que s'il écoute cette session, il pourrait avoir des choses à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'on est dans une logique purement économique, justement, qui ne sont pas rentables. On reviendra sur cette question en troisième question, justement. Mais que si on adoptait des modèles de comptabilité différents, peut-être que du coup, via leur impact, ils auraient une rentabilité différente. Mais on y reviendra ensuite. Stéphanie, je vais te passer la parole parce que je pense que ça peut être intéressant de compléter ce qu'a pu dire Sandra et de faire un retour un peu d'expérience sur la base de vos travaux, votre expertise dans les territoires via French Impact, parce que vous essayez de créer des synergies entre financeurs et porteurs de projets. Peut-être que finalement, en fait, ce qui manque, c'est pas tant qu'il n'y a pas assez de projets ou pas assez de financement, c'est que parfois dans certains territoires, il n'y a pas assez de passerelle entre ces deux mondes. Et du coup, comment on arrive à faire pour créer ces synergies au niveau des territoires, et est-ce que tu as des recommandations sur la base de vos travaux à faire Alors, nos travaux, en fait, c'est du concret, c'est un programme, c'est-à-dire que c'est pas des études, on ne fournit pas d'études. Mais je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Sandra. Merci d'avoir rappelé un peu les chiffres qui choquent, parce que si on veut que ça change, je pense qu'il faut choquer. Et c'était très bien que tu le fasses. Je suis juste
je me permets juste de questionner un point. C'est quand tu dis que le secteur de l'ESS est extrêmement subventionné. Moi, je pense que le secteur de la tech est également très subventionné et que, par exemple, si on parle du PIA, le PIA, et moi j'ai été très étonnée en découvrant ça, le programme Investissement d'avenir, c'est énormément de subventions. Et croyez-moi, ça va beaucoup dans la tech et pas beaucoup dans l'impact pouvant utiliser la tech. La tech, c'est un moyen, l'impact, c'est une finalité. Voilà, donc je veux juste dire ça parce que, à force de dire que l'ESS, l'innovation sociale, tout, c'est subventionné, pour partie, certains secteurs, mais il y a plein d'autres secteurs qui sont subventionnés. Voilà, donc du coup, je reprends la question sur les projets. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de projet. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, en 2 ans, on en a identifié 600 des projets prometteurs dans plein de champs sur les territoires. Et comment on l'a fait? On l'a pas fait depuis Paris, derrière notre site internet. Moi, je suis pas compétente, Stéphanie Goujon, pour savoir ce qui est bien à Figeac ou à Toulouse ou à Grenoble. Donc on travaille avec des accélérateurs et des incubateurs locaux, des partenaires locaux, avec les pouvoirs publics locaux, et ça nous permet d'identifier des pépites qui certes, au démarrage, en amorçage, et c'est là Cyril le disait que c'est plus difficile de trouver de l'argent, c'est-à-dire paradoxalement, on veut lever 100 millions d'euros en mettant .com aujourd'hui, on trouve demain, on veut lever 1 million d'euros sur un sujet, sur l'autonomie ou la réussite éducative, j'ai rien vu sur ces sujets-là, dans les petits camemberts tout à l'heure, et ça me choque aussi quelque part. Autonomie, sujet, enfin bref. Mais du coup, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur le social, c'est plus compliqué. Donc comment on peut faire pour lever ces freins, faire sauter ces verrous? Il y a effectivement créer ces conditions de la rencontre et articuler très probablement une chaîne de financeurs de l'innovation sociale, de l'impact, l'innovation sociale et environnementale. Pour nous, les deux sont toujours liés. De l'impact sur une base territoriale pour pouvoir créer un écosystème qui va aussi dérisquer l'investissement pour des investisseurs institutionnels ou privés. Je m'explique. Nous, ce qu'on a fait très concrètement, par exemple à Marseille ou à Grenoble, c'est qu'on a mis autour de la table, autour de projets qui pouvaient lever de 200 000 euros à 10 millions d'euros. Il y en a quand même aussi à 10 millions d'euros. On a mis autour de la table des fondations d'entreprises qui, elles, n'ont pas du tout les mêmes obligations. Alors, elles vont pas investir et elles travaillent sur base du mécénat, mais elles n'ont pas les mêmes appréhension du risque que des fonds d'investissement. On a mis autour de la table des fondations d'entreprise, des business angels, du crowdfunding et des fonds d'investissement à tous les stades de l'amorçage jusqu'à la CR. Et ça, c'est très vertueux et également des agences publiques parapubliques. C'est très vertueux parce que, d'abord, les financeurs sur une base territoriale se rencontrent rarement, finalement, cette variété, cette chaîne-là, et ça permet du coup, je vais prendre une image, mais quand le projet est au démarrage dans la seringue, quand il va changer de moteur, etc., il va pouvoir déjà connaître un certain nombre d'autres outils et d'autres financeurs qui vont pouvoir l'aider à se déployer. Donc, il y a des projets. Moi, je ne peux plus supporter d'entendre qu'il n'y a pas de projet. Et des projets qui utilisent la tech. Là, moi, je peux vous citer ECOF qui utilise des algorithmes pour faire des lignes de covoiturage sur la mobilité douce entre des zones rurales et des zones penantes. Il y a Ciel Bleu, qui est une initiative absolument extraordinaire qui évite des chutes auprès des personnes âgées en leur faisant pratiquer une activité physique adaptée. Ça évite énormément de coûts à la société. Enfin voilà, on ne va pas passer tout le listing, mais donc il y a des projets, mais il n'y a pas assez effectivement de passerelles, de lieux de rencontre entre ces projets et ces investisseurs et entre la chaîne de financeurs sur une base territoriale. Merci Stéphanie. Donc là tu parles de la situation en France. Donc tu connais maintenant bien via les lauréats French Impact et autres projets que vous avez sourcés et identifiés dans les territoires en France. Donc c'est peut-être le cas en France. La question peut se poser aussi dans d'autres pays. Et du coup, Guilhem, je voulais savoir si, justement de votre côté, dans d'autres pays dans lesquels vous opérez, est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que en France, on peut imaginer aussi qu'il y a beaucoup d'incubateurs et beaucoup de projets locaux qui permettent d'identifier les projets existants? Peut-être que dans d'autres pays, c'est moins le cas. Et donc, est-ce que vous identifiez ce problème et comment est-ce que vous arrivez à trouver des projets à financer dans les pays dans lesquels vous investissez? Oui, alors heureusement oui. Là, c'est la réponse courte, mais en effet, c'est intéressant parce que notamment en fait en parallèle des témoignages qu'on vient d'avoir à la fois sur la partie quelle méthodologie on se donne pour aller trouver des projets, pour les catalyser, mais aussi par rapport à ce débat en fait amorcé par Sandra sur la question du subventionné versus non subventionné.
il y a des choses intéressantes en fait à aller regarder du côté de ce qui se fait en Afrique subsaharienne. Donc c'est un secteur que je connais bien puisque c'est là qu'on investit. Alors déjà, de façon simple, moi je dirais qu'il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est est-ce qu'on a la bonne façon d'aller trouver des projets ? Est-ce qu'on a les bonnes lunettes pour pouvoir les identifier, les catalyser, les apprécier, les comprendre et les accompagner correctement ? Alors ça, le retour d'expérience de Gaïa, en somme, ça fait 4 ans qu'on existe, cette technologie, on l'a montée, on l'a construite, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça, et pour la même raison que ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire que du coup, en Afrique, il se trouve qu'il y a déjà beaucoup d'incubateurs, il y a déjà un écosystème entrepreneurial extraordinairement dynamique. C'est presque une façon d'être au monde, l'entrepreneuriat, le micro-entrepreneuriat. Ça s'enracine dans le fait que, à la base, quand on est en Afrique, il faut passer par le micro-entrepreneuriat informel pour vivre, l'agriculture de subsistance, et ça évolue en culture entrepreneuriale de plus en plus structurée, avec des écosystèmes très forts, des fonds spécialisés, des incubateurs. C'est quelque chose qu'on voit vraiment émerger avec une puissance assez dense. Donc nous, le travail qu'on a fait à la base, c'est aller se greffer sur ces écosystèmes dans les pays, comprendre que les intermédiaires locaux étaient les plus pertinents, avec lesquels on pouvait discuter, co-investir avec des fonds qui étaient là avant nous, et qui aujourd'hui, en fait, à la fois de façon organique, nous sont des pourvoyeurs de deals importants. C'est-à-dire que du coup, on reçoit régulièrement des coups de fil de autant de banques d'affaires que de relais locaux, que de co-investisseurs, que de fonds qu'on connaît bien en la place, d'une façon générale, nous sollicitent régulièrement sur des deals. Donc, en fait, on a ce deal flow organique. Il y a aussi le fait que de façon très proactive, par des voyages très fréquents, par un travail en fait de deal flow, de sourcing actif, on va générer des deals. Ces deals-là, en fait, existent parce que, et c'est ce qui m'amène en fait sur la deuxième dimension, parce que quand on parle d'énergie, et on pourrait parler d'agriculture, on pourrait parler de services financiers, hein, tous les secteurs de base en fait en Afrique et dans les pays émergents sont des besoins de base précisément. On touche en fait à la vie quotidienne des gens, qui est aujourd'hui, en termes de capacité à fournir des biens de base, des services de base, est massivement sous-capitalisé. Il y a vraiment un déficit, on parlait, donc le rapport du GIN, déficit qui se chiffre en trillions de dollars pour ce qui est de l'équipement, pour ce qui est des infrastructures dans les pays émergents. Donc en fait, le deal flow, et d'une façon générale, les projets, ils sont presque là par capillarité, en fait, parce que les besoins de base sont tellement mal couverts que la population, les écosystèmes tendent à essayer de construire des façons de couvrir ces besoins. Et en général, via des solutions entrepreneuriales. En fait, l'Afrique est très loin des clichés de ce point de vue-là. On parlait de risque. Il y a une distorsion de la perception du risque, notamment des institutionnels sur l'Afrique, qui est vraiment qui est patente. Vous allez en Afrique, vous allez à Kigali, vous allez en Kenya, à Nairobi, etc. Vous voyez des start-upers, vous voyez un écosystème florissant, vous voyez des capital risqueurs qui sont là. Vous avez l'impression d'être à Londres, quoi. Donc en fait, la notion de risque est quand même largement surjouée sur les questions, sur les questions africaines. Et c'est ce qui fait aussi que, sur le fond, l'abondance de projets, elle est aussi fonction des lunettes qu'on chausse. Alors, on parlait de rendement. C'est sûr que si vous cherchez des projets super sécurisés à 20% de TRI, des projets, vous allez dire, on n'en trouve pas beaucoup, c'est dommage. Et si vous êtes là, par exemple, l'IFC, et que vous ne pouvez pas investir moins de 50 millions d'euros, vous allez dire, c'est curieux, des projets énergie à plus de 50 millions d'euros en Afrique, j'en trouve pas beaucoup non plus. Voilà. Mais en fait, quand vous êtes un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Il suffit en fait de changer un peu son fusil d'épaule. Gaïa, on s'est spécialisé dans l'investissement early stage. On cherche des startups, on cherche des entreprises qui, effectivement, ont passé le stade du POC, mais qui ont commencé à trouver leur marché en quelques dizaines, quelques centaines de clients. À partir de là, nous, on peut commencer à financer. Et des projets qui sont en fait dans cette gamme-là, il y en a des milliers sur le continent africain. Et si on regarde les pays émergents au sens large, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Le deal flow est là. Donc c'est une question justement de modulation du risque, du rendement, de la capacité à prendre des risques et surtout en fait de se construire comme un partenaire de confiance. Et sur l'énergie, pour finir, parce que tu parlais des questions de subventions, et je pense que ça c'est aussi un éclairage intéressant sur ce débat. L'ESS, secteur massivement subventionné. Alors c'est marrant parce qu'il y a 5 ans en Afrique, notamment sur les questions énergétiques, il y a eu cette génération de jeunes entrepreneurs blancs qui s'est dit « moi je sais ce que je vais faire ». Alors à l'époque, il y avait un peu plus de mémoire, un peu plus de 600 millions, 550 millions.
Aujourd'hui, il y a un peu moins de 500 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a 5 ans, c'était un peu plus que ça. Ces types-là se sont dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre ce problème uniquement grâce à des startups, uniquement grâce au secteur privé, et je vais me passer des gouvernements, je vais me passer des subventions, parce que je suis plus intelligent que les autres. Ils ont essayé. Bon, il y en a pas mal qui ont échoué. D'ailleurs, ils ont cramé pas mal de pognon aussi, ce faisant. Nous, on était plus malins que ça, on n'a pas investi dans ces types-là. Mais disons qu'il y a eu ce discours qui a dominé justement l'impact investing africain, pas que sur l'énergie, qui était de dire on pouvait disrupter complètement le service de besoins de base avec des modèles économiques complètement nouveaux. Et aujourd'hui, en fait, ces mêmes entreprises, ces mêmes start-upers sont en train de redécouvrir les vertus de trucs complètement à l'ancienne, comme les partenariats publics-privés, les concessions, la discussion patiente avec les gouvernements, le fait de mettre en place du coup des contrats cadres, etc. Et on se rend compte que finalement, il n'y a rien de mieux pour concilier rentabilité économique, stabilité des opérations économiques et surtout en fait impact social et environnemental que de travailler de façon collective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gros appels d'offres qui sortent, qui sont organisés par les gouvernements, les bailleurs sur des services de fourniture d'accès à l'énergie, se posent la question du rendement. Pas en disant je me méfie des acteurs privés, mais en se disant on a besoin des acteurs privés parce qu'en fait les énergéticiens nationaux, la capacité d'investissement public elle est quasiment, pas nulle mais très faible, donc j'ai besoin des acteurs privés qui vont arriver sur mon territoire, construire des lignes, construire des réseaux, et je vais du coup essayer d'équilibrer une préoccupation importante qui est la justice des tarifs de l'électricité qui vont en découler, son acceptabilité sociale. C'est important en tant que gouvernement de travailler ce sujet-là, avec beaucoup d'insistance, beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mais de l'autre côté, il faut que mon projet soit capable de sortir une rentabilité économique à peu près satisfaisante pour les opérateurs privés, ne serait-ce que parce que je veux qu'ils soient toujours là dans 10 ans et qu'ils continuent à opérer les systèmes qu'ils ont construits. Et donc en fait, c'est dans l'ombre, on voit émerger des nouvelles configurations qui sont complètement pragmatiques, qui font de la place à tout le monde, le privé et le public, avec des équilibres qui, bon, certes, ne sont pas toujours faciles à trouver, mais avec vraiment une capacité à converger vers ces nouveaux systèmes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que le continent a beaucoup de choses à nous apprendre sur la façon de dédramatiser ce lien entre la chose publique, la chose privée et la capacité à travailler ensemble. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit aussi. Je voudrais aussi parler de la gestion de la ligne d'investissement. C'est qu'effectivement, pour un certain nombre d'investisseurs qui gèrent des grandes masses, gérer des petites lignes à 200 000 €, ça génère des coûts. Et donc, de ce fait, et ça génère parfois des coûts qui sont beaucoup plus importants que effectivement le retour sur investissement qui est généré par l'investissement en lui-même. Et donc, de ce fait, ils préfèrent passer à côté et le laisser à des plus petits acteurs qui ont des coûts de fonctionnement plus faibles pour investir là-dedans. Donc ce que l'on peut dire aussi, c'est que peut-être qu'il faut arrêter ce mouvement de concentration que l'on vit aujourd'hui des acteurs du financement et favoriser de nouveau une plus grande diversification et diversité. Et on l'a, indépendamment de l'investissement impact, on l'a dans la gestion d'actifs. Aujourd'hui, le mouvement est un mouvement de concentration. Et donc, c'est pour ça que je vous ai donné les chiffres de BlackRock et les chiffres de Amundi. Et on le voit même dans la gestion totalement classique où les petits acteurs, les petits gérants d'actifs, les petites sociétés de gestion sont en train de disparaître au profit de ces grands acteurs et donc ne peuvent pas assumer aussi la gestion de ces petites lignes. Merci pour tous ces éléments. Très intéressant d'avoir tous ces témoignages. On me rappelle au fond de salle qu'on est en train un petit peu de dépasser le temps qui nous était imparti. Donc sur cette troisième et dernière question, je demanderai d'être concis pour laisser ensuite la place aux deux autres interventions qui arrivent. Sur la troisième question qui, pour moi, était essentielle d'aborder dans le cadre de cette table ronde, c'était celle de la mesure d'impact et de la comptabilité extra-financière. On en parle beaucoup depuis plusieurs années. Il y a énormément d'outils qui ont été créés, parfois même une confusion un petit peu avec la quantité d'outils qui existent, mais plutôt que de dresser ici un état des lieux de ce qui existe, j'aimerais qu'on aille un petit peu qu'on se porte vers l'avenir et qu'on parle plutôt des enjeux de cette mesure d'impact à l'avenir. Et pour répondre à cette question, je me tourne vers Cyril pour parler en premier sur cet enjeu-là en particulier.
Bon, je vais essayer d'être bref, mais c'est un sujet qui est compliqué. Bon, la mesure de l'impact, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui a pris de l'importance avec notamment le lancement de ce qu'on a appelé les Social Impact Bonds et les contrats à impact il y a 10 ans. Et donc, ça devient maintenant un sujet de travail de pas mal de groupes. C'est aussi la mesure d'impact dans le cas des contrats impact, c'est un contributeur à la rentabilité pour les investisseurs. On parlait justement de rentabilité. Et juste pour finir sur ces contrats impact, cette semaine, vous avez probablement noté l'initiative de la ministre Olivia Grégoire sur l'objectif français de massifier, comme elle le dit, les contrats impact. Donc un groupe de travail, une mission qui a été confiée aux fonctionnaires, donc Thomas Cazenave, pour justement augmenter les financements envers les contrats impact. Je rappellerai que la France aujourd'hui fait partie des meilleurs élèves sur ce sujet. Alors après on peut l'approuver ou pas, mais en tout cas ce sujet se développe et le volet développement aussi commence à émerger en France. Tu parlais de la comptabilité, effectivement la comptabilité, la nécessité de rendre compte. Donc je ne sais pas si Stéphanie en dira un mot, mais il y a deux visions qui s'affrontent de façon féroce en ce moment. Il y a la vision française, on peut dire, la comptabilité durable avec la méthode CARE et donc poussée par le professeur Jacques Richard. Et puis il y a ce que Harvard produit aussi, c'est-à-dire la comptabilité pondérée à l'impact. Vous avez un certain nombre d'études qui sont sorties sur chaque ligne du compte de résultat, chaque ligne du bilan, pour dire est-ce que finalement c'est un impact positif ou un impact négatif, et est-ce que les entreprises qu'on observe qui sont cotées finalement à travers ce prisme, est-ce qu'elles sortent le même niveau de résultat. Donc là aussi je vous invite à regarder ce qui a été produit parce que c'est très intéressant, ce sont deux visions du monde. Et je terminerai peut-être sur les travaux je parlais de travaux qui sont menés actuellement. Bon, vous savez que la présidence du G7 anglais a lancé une task force cet été, avec plus d'une centaine de participants